Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, du milieu locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Nous, on s'est vraiment créé en opposition aux Shillers, c'est-à-dire tous ces gars sur Twitter qui mettaient des shitcoins en mettant to the moon. Tu vois, tu me parles de comment tu sélectionnes un bon projet, etc. Nous, au début, on a commencé par se dire comment est-ce qu'on sélectionne pas un projet. Et tu peux avoir comme test d'investissement accumuler des Ethereum et entre-temps, pendant l'année, aller faire du flip de NFT, donc de l'achat-revente très rapide sur Solana parce que c'est ça qui rapporte en ce moment même. Les Twitter Space de ce projet-là, c'est 50 débiles qui gueulent dans leur micro. Et malgré tout ça, bah voilà, c'est le truc valait 0,03 ETH il y a une semaine et il vaut 1 ETH maintenant. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Si tu suis même de loin l'univers des cryptos, tu auras forcément entendu parler des NFT, ces tokens non fongibles qui ont fait l'objet de transactions à coût de dizaines de millions d'euros dans le monde de l'art digital. La forte spéculation autour de ces transactions m'avait jusqu'alors tenu à l'écart des NFT en tant que véhicule d'investissement. Pourtant, de par leurs caractéristiques, ces tokens auront sans doute de plus en plus de cas d'usage dans notre vie quotidienne, ce qui va forcément leur apporter de la valeur et créer des opportunités d'investissement. Il est donc temps de se renseigner un peu plus précisément sur le sujet. J'ai donc décidé de me rapprocher d'un investisseur familier de cet univers pour éclairer nos lanternes sur les opportunités que nous réservent les NFT et les manières d'y investir intelligemment. Florian, notre invité du jour, est le cofondateur de The Diggers, en français les chercheurs, une communauté Discord de plus de 17 000 investisseurs et passionnés des NFT qu'il anime dans le but d'aider les membres à chercher et à trouver les projets NFT les plus prometteurs. Alors, au cours de la conversation, on verra notamment comment le collectif The Diggers est né, pourquoi il faut se méfier des recommandations des influenceurs, les différentes stratégies d'investissement que l'on peut mettre en place pour faire de l'argent dans l'univers des NFT, ce que sont aussi les NFT, leur utilité, leur application, ce qui détermine leur valeur relative, ce qu'il faut savoir avant d'investir et les façons de construire un portefeuille sans apport conséquent, avec notamment l'appui de la communauté. Enfin, comment distinguer un projet qui va traverser les cycles d'un projet qui va s'éteindre rapidement. Bref, si les NFT sont une classe d'actifs qui t'intéresse mais que tu ne sais pas forcément par où commencer, cet épisode va t'ouvrir les portes de bonnes pratiques et de conseils qui t'aideront à coup sûr. Avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont apporté leur soutien à ce podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou de mots sympas sur les comptes Instagram ou par email sur paco@investisseur40.com. On vient d'atteindre 300 évaluations sur Apple Podcast et 123 évaluations sur Spotify avec une note moyenne de 4,9 sur 5. C'est assez incroyable, je dois dire. Plus qu'une pommade pour mon ego, ces évaluations permettent vraiment d'élargir mon accès auprès d'invités potentiels, toujours plus inspirants, qui n'accepteraient pas forcément de participer au podcast sans avoir compris le niveau d'engagement de la communauté et la valeur qu'il ou elle pourrait créer sur un épisode ici. Je te remercie donc beaucoup pour toutes ces bonnes évaluations qui m'aident beaucoup dans ce sens. J'en profite pour passer le bonjour à Axel, Flavien, Corentin, Boris. Merci à vous pour vos messages sur Instagram cette semaine. Allez, sur ce, on plonge dans l'univers des NFT
avec Florian. On y va. Salut Florian, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Merci à toi, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un sujet vraiment un peu encore inconnu dans cet univers des investissements et que j'aime bien traiter avec des gens qui ont fait leur preuve un petit peu, qui ont marché la route sur ce sujet, qui ont fait des recherches, etc. Donc écoute, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être dans un premier temps pour les auditeurs qui te connaissent pas encore? Alors moi c'est CryptoGary sur Twitter, dans la vraie vie je m'appelle Florian. À la base j'étais plutôt destiné à faire de la publicité ou alors de la communication, ce genre de choses. Très vite je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça m'a emmené vers les crypto-monnaies par un parcours assez rocambolesque. Ça m'a emmené vers les cryptos jusqu'à que je passe en full-time crypto à l'occasion de l'entre premier et deuxième confinement. Moi avant je vendais des fauteuils de bureau sur internet, mon dernier job normal, et donc je suis passé en full-time crypto d'abord, puis NFT sur lesquels j'avais un œil très attentif, et aujourd'hui je fais des deux, hein. Je marche vraiment sur ces deux jambes parce que je trouve qu'il y a des sujets intéressants, des deux côtés. Donc en gros depuis septembre 2021 je suis passé en full-time sur ces sujets-là, car l'investissement crypto est passionnant, mais peut-être pas autant que peut l'être l'investissement traditionnel en equity, où là, tu as vraiment des gens à accompagner, il y a une vraie notion de care qui existe. Elle existe beaucoup moins quand tu es tout seul derrière ton ordinateur à investir sur des tokens ou des NFT. Et dans ce cadre-là, voilà, on s'est réunis avec plusieurs personnes de l'écosystème pour créer The Diggers, qui est aujourd'hui encore sûrement la première communauté NFT en France. Donc on fait de la finance décentralisée également, mais aujourd'hui, naturellement, on est devenu alors on est devenu plusieurs choses, mais on est avant tout un Discord de NFT sur lequel il y a 17 et 18 000 personnes. On a aussi vocation à pouvoir éduquer l'écosystème via un site internet. On a une chaîne Twitch qui va arriver. Et également, pendant un bout de temps, alors c'est une activité qu'on a cessé, mais pendant un bout de temps, on a aussi accompagné des projets sur des sujets de marketing, de communication, de stratégie. Et aujourd'hui, on a essayé de donner une nouvelle impulsion à ce groupe-là en créant la DAO The Diggers. Donc aujourd'hui, The Diggers, c'est plus seulement nous qui l'administrons et qui passons du temps. C'est vraiment tous ceux qui sont dans la communauté depuis plusieurs mois qui peuvent en être acteurs et qui sont en train de créer une nouvelle version de The Diggers faite par la communauté, pour la communauté. Et donc c'est un sujet assez excitant. Ouais, c'est clair. Non, et on va adresser ça un peu plus tard dans l'entretien. Je crois qu'il y a vraiment plein de questions là-dessus justement. C'est assez novateur. Peut-être juste pour redresser, enfin sur ton parcours à toi et t'as tombé dans la crypto. En fait, t'étais gamer à la base. T'es tombé dedans. Comment est-ce que t'as décidé d'avaler la pilule rouge en fait? Non, en fait, le truc c'est que moi, quand j'ai eu 24 ans, j'ai eu la chance de gagner un peu d'argent lors de la vente d'une entreprise. Et il s'avère que dans les différents placements que tu fais, assez traditionnels, voilà, t'as de l'IMO, t'as du plan épargne retraite et tout. Et moi, j'ai mangé ma red pill à ce moment-là où on me dit bon bah voilà, il faut que tu mettes dans Bitcoin et Ethereum. Donc j'en ai mis un peu, je me suis intéressé, c'était bien. Après il y a évidemment les sujets NFT qui étaient émergents à ce moment-là. C'était pas du tout le même sujet que maintenant, hein. C'était plutôt les CryptoKitties qui étaient excitants à l'époque parce qu'il y avait déjà une forme de pop culture qui était en train de se créer autour de ça. Et franchement, après, durant le beard qui est arrivé juste après mon investissement, enfin, je sais qu'on va parler un peu de que faire en bear market, mais moi j'ai pas été très bon à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai fait une technique qui est faite par beaucoup et qui pour le coup moi m'a réussi, mais j'ai tout simplement fait la technique de l'autruche où je me suis occupé à aller faire autre chose. Je suis retourné à l'immobilier et je me suis pas j'ai sorti un peu le nez des cryptos qui me paraissaient excellentes à ce moment-là. Et en fait, c'est à l'occasion voilà du retour un peu sur le devant de la scène de ces sujets-là lors du premier confinement que je suis retourné un peu voir les bagues, voir ce qui se passait et voir s'il y avait des trucs intéressants à faire. Et en fait, quand on rentre dans cet écosystème-là, qu'on aime bien l'innovation, qu'on aime bien les changements technologiques importants, et moi j'ai un aspect, tu vois, je suis pas très financier, moi j'ai un aspect beaucoup plus axé sur la pop culture, les tendances, la hype, etc. Et quand tu tombes sur un monde comme celui des NFT en 2021, 2022,
où il y a tout qui se passe, où il y a les entrepreneurs les plus talentueux qui commencent d'en parler, où il y a des talents qui arrivent, où il y a des projets de fous qui sont super intéressants, qui émergent. Très vite, tu retombes dedans. Et moi, j'ai fait ce choix-là de passer à temps plein dessus. Ok, donc en fait le début, donc t'es arrivé pour la première vague, donc avant 2019, hein, tu parlais du Bear, c'était le Bear 2018, c'est ça que tu as pris? Ouais, c'est ça, exactement. Ça marche. Et ensuite tu es revenu quand t'as vu que la hype sur les NFT, la vraie vague du NFT est arrivée en fait. En fait, il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que avant c'était un monde qui était pour ceux qui s'y intéressaient vraiment. Donc t'avais pas mal des gens qui travaillaient dans l'internet, enfin tu vois, qui étaient intéressés par ces sujets-là. Quand t'arrives en 2020, 2021, t'as quand même un point qui est transformateur dans l'écosystème pour moi, c'est que t'as Binance qui se lance, qui commence de faire de la communication ultra agressive au niveau mondial, qui lance sa Binance Smart Chain, donc qui éduque un nombre d'utilisateurs dingue. Alors, qui éduque premier niveau, tu vois, c'est pas de l'éducation poussée sur le sujet, mais en tout cas qui éduque premier niveau à ce que c'est la finance décentralisée. Et donc, par voie de conséquence, t'arrives assez vite sur les NFT, tu vois, qui marchent pas du tout, par exemple, mais même la Binance Smart Chain en général, elle est un peu morte, mais tu vois, quand t'as autant d'utilisateurs que Binance, que tu lances une chain, t'éduques beaucoup de monde, en fait. Tu crées une pédagogie au niveau mondial qui est indécente. Et je pense qu'il y a eu un momentum qui était intéressant, qu'il fallait pas louper, et surtout t'as vraiment eu un sujet où ça partait dans tous les sens, il y avait tout le monde essayait d'innover. Alors il y avait plein d'arnaques, il y avait plein de problèmes, mais il y avait aussi un vrai sujet d'innovation, il y avait un sujet d'intérêt de plein de gens qui s'y intéressaient pas avant. Et je pense qu'il y a eu un vrai sujet à ce moment-là. Et le deuxième grand moment pour moi, il est à peu près au même moment. C'est au moment où t'as Travis Scott qui fait un concert dans Fortnite. Ça fait 3 semaines dans le monde entier. On se fait chier chez nous, chez nos parents, chez nos cousins, chez nos grands-parents. En tout cas, on est tous confinés. Il faut qu'on fasse des petites attestations pour sortir, pour aller prendre l'air un peu. Et là, on se rend compte que Fortnite, c'est pas seulement un jeu vidéo pour les gamins. C'est aussi un moment où il peut y avoir une expérience sociale commune, où les gens, ils partagent quelque chose. En fait, je sais pas si t'étais dessus ou si les gens qui nous écoutent étaient dessus, mais il y a eu pour le coup, j'y suis allé sans rien attendre et je suis reparti en me disant, ok, le monde en ligne, en fait, ça peut être réel parce que, je sais pas, j'avais l'impression qu'on avait partagé un peu un truc, ça faisait 3 semaines qu'on avait nos potes que au téléphone, en vidéo, et là, on était allé à un concert. Et tu vois, il y avait plein de monde qui sautait à côté, enfin, t'avais ton petit personnage, tu pouvais jouer. Il y avait un vrai délire, et à ce moment-là, pour moi, ça a été vraiment un basculement où, pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres, on s'est dit, ok, le métaverse, c'est un vrai sujet. Enfin, tu vois, il y a un vivre ensemble de manière numérique. Il y a un sujet qui est envisageable, quoi. Ouais, et donc tu t'es dit c'est vraiment réel. Il y a non seulement la hype en fait que tu dis par rapport à cette, on va dire cette masse de gens qui sont venus sur cet écosystème qui connaissaient pas avant, mené par un gros player qui est Binance en fait. Le Binance, la Binance Smart Chain, elle avait pas d'autre avantage du fait qu'elle venait de Binance et que tout le monde avait ses cryptos sur Binance. C'est pour ça qu'ils sont arrivés sur la BSC, ou est-ce qu'il y avait il y avait aussi des moindres coûts, c'était plus facile. Parce que je sais que sur la crypto, il y a aussi la révolution Uniswap, tu vois, qui a fait que c'était beaucoup plus simple de swapper des tokens et que c'était un peu, voilà, ça permettait vraiment de commencer à investir. Le truc, c'est que la Binance Smart Chain, comparée à Ethereum, pour faire simple, c'est que elle en est l'exact inverse. C'est-à-dire qu'elle est rapide, elle est gratuite, elle est presque gratuite, tu vois. Enfin, c'est des fees qui sont négligeables. Et à l'inverse, elle est ultra centralisée. Donc, c'est aussi, il y a plein de gens qui ont dit jamais je mets les pieds sur la Binance Smart Chain, et c'est normal parce que ils croient en l'écosystème, et aller mettre son oseille là-dessus, c'est aussi encourager ce truc-là. Et puis il y en a d'autres comme nous où on s'est dit en fait, tant que ça onboard des gens dans notre écosystème, tant que ça fait comprendre à des gens comment est-ce que ça marche, là on peut y aller, et surtout il y aura plus de monde, et même aujourd'hui, moi mon avis, c'est quand même qu'elle est sur une pente ultra descendante, et que voilà, la mode est passée, on n'en parlera plus dans quelques années. Le sujet, c'est qu'il y a encore beaucoup d'argent qui est sur la BSC, alors que tu vois, il y a pas beaucoup d'innovation, il y a pas beaucoup de développeurs, il y a eu un nombre d'arnaques incalculable, et il y a encore une total value locked, comme on dit, super importante sur la BSC. Ok, tu parlais en fait dans ton projet, dans l'objectif de The Digger en fait. Et moi, ce que j'aimais bien avec ce que j'en ai lu, c'est que vraiment
comme tu disais, pour la communauté, par la communauté, et dans un esprit de recherche, tu vois, ça s'appelle The Diggers, d'aller soi-même en fait à la recherche, de trouver les informations, de partager les infos, d'essayer de trouver vraiment les pépites finalement. Et du coup, j'avais envie de te demander peut-être largement peut-être avant de venir dans un deuxième temps sur la NFT, mais de manière générale sur les projets en crypto. Alors, on est dans un contexte bear market évidemment, on l'oublie pas, mais comment tu ferais, enfin comment tu agis ou qu'est-ce que tu as appris sur la façon de sélectionner peut-être, tu vois, de sélectionner des projets crypto qui pourraient être prometteurs en tant qu'investisseur et voilà. C'est assez intéressant ce que tu me dis et pour le coup, je vais revenir un peu sur l'histoire de sur, sur l'histoire de The Diggers. Nous, on s'est vraiment créé en opposition aux Shillers, c'est-à-dire tous ces gars sur Twitter qui mettaient des shitcoins en mettant To The Moon. Et en fait, tu vois, tu me parles de comment tu sélectionnes un bon projet, etc. Nous, au début, on a commencé par se dire comment est-ce qu'on sélectionne pas un projet. Ne pas sélectionner un projet, ça a passé par, il était filé par je ne sais quel influenceur qui envoyait des grands to the moon à longueur de journée, sans balancer de white paper, sans donner un seul truc tangible. Tu vois, il y avait même pas une hype. C'était vraiment, c'était la grande époque des pump and dump sur la BSC, tu vois, sur la BSC et puis même sur Ether, ça marchait aussi. C'était, tu vois, Shiba Inu à son top. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Nous, en fait, on s'est vraiment construit contre ça et ça part vraiment de la façon dont on cherchait des projets où nous on avait une approche super communautaire, donc on était beaucoup sur des groupes Telegram qui regroupaient des investisseurs, on en avait entre nous, on en avait ouvert à d'autres et en fait au bout d'un moment, enfin tu vois, nous on est les premiers utilisateurs de notre produit et le produit The Diggers qu'on a créé, alors il a été beaucoup demandé parce que on avait déjà quelques personnes qui nous suivaient sur Twitter, donc il avait été un peu demandé, mais surtout c'était pour créer un lieu d'échange où il n'y avait pas de call. C'est-à-dire, nous, on disait pas aux gens, allez investir sur ça, ça va être trop bien. C'était une recherche commune. C'était, il y a ça qui sort, vous en pensez quoi? On en discute, etc. Et donc, on a instauré le principe du dig sur le Discord. Et le principe de dig, tu vois, on a créé un template où les gens, ils étaient obligés de mettre en avant, par exemple, les inconvénients du projet. Sinon, on validait pas leur dig, on supprimait et tout. C'est-à-dire, il fallait avoir rien à vendre pour pouvoir, c'était vraiment une volonté de chercher, de diguer en commun les projets et de gagner tous ensemble, quoi, d'avancer et de gagner tous ensemble. Ce qu'on va te couper, juste pour les gens qui vraiment sont pas familiers avec ce contexte, en fait, ces calls dont on parle, c'est les recommandations de gens qui ont des projets, qui ont un token du projet pour que les gens achètent ces tokens et en collaboration avec des influenceurs. L'idée, c'était qu'il y ait de plus en plus de gens qui achètent leur token, mais les influenceurs sont commissionnés à l'influence du coup et s'intéressent peu en fait à la qualité vraiment du projet. C'est ça que vous aviez contre ça que vous vouliez lutter en fait, mais le modèle économique c'était ça quoi. En fait, tu as un double problème qui n'existe pas, par exemple, sur l'influence. Tu vois, si je te donne l'exemple d'une influenceuse Instagram, si elle promeut, on va dire, je sais pas, un hôtel, donc elle fait la publicité d'un hôtel parce qu'elle a 50 000 followers et l'hôtel la paye X pour faire la promotion, bah, t'as un seul problème, c'est que elle te parle de manière un peu biaisée de l'hôtel, tu vois. En fait, t'as un double voire triple problème quand c'est un influenceur crypto-monnaie qui va te parler de sa crypto. Le premier problème, c'est exactement le même, c'est qu'il va te parler de sa crypto de manière biaisée. Le deuxième problème, c'est qu'il va t'en parler de la manière beaucoup plus biaisée que tu n'imagines parce que lui, à court terme, il est payé dans le token de la crypto. Donc, il a tout à gagner à ce que ça monte. Et derrière, le troisième problème, c'est que, et donc c'est le même problème avec une seconde conséquence, c'est qu'il est payé en token de la crypto et donc souvent très en amont du projet. Et donc quand le projet va pumper, il va avoir une quantité non négligeable de crypto et quand il va revendre toute sa crypto pour se payer, parce que souvent il y croit pas au projet, tu vois. Un chiller de base, il croit pas au projet, il fait ça uniquement, il met son influence à disposition, sa communauté à disposition. Et en fait, le troisième problème, c'est que au moment où il s'en va du projet, il peut créer un dump, qui peut même créer jusqu'à un effet de panique qui va tuer le projet, tu vois. Donc c'est beaucoup plus pervers que de l'influence traditionnelle, on va dire, sur Instagram. Yes, non, tu fais bien le préciser quoi. Et du coup, pour revenir un peu sur les critères de sélection, enfin sur The Diggers et comment on faisait et nos critères de sélection, le sujet c'est que sur The Diggers, tu vois, il y a un modèle d'échange où on essaye de mettre en avant ce qui va et ce qui va pas. Et après, par contre, tu vois, t'as plein de types d'investisseurs et c'est difficile de dire
il faut faire ça ou il faut faire ça. C'est-à-dire que nous, on peut avoir, je te parle de ce qu'on a vu chez nous. Hein. Nous, on a vu des gens qui sont plutôt financiers, donc ils utilisent des outils comme Nansense ou IC Tools, qui sont des outils de on va dire de pilotage de vision du marché des NFT en général et des projets qui sont plutôt statistiques. Où là, tu pilotes à la statistique tes achats et reventes de NFT. T'en as d'autres qui investissent que dans des projets ultra long terme avec des convictions très fortes. Et il y a un vrai sujet, tu vois, il faut avoir des thèses d'investissement et il faut avoir des convictions assez fortes. Et la conviction assez forte, ça peut être aussi de dire, je rentre dans toutes les hypes parce que à la fin de l'année, moi, je veux remplir mon bac de Ethereum. C'est-à-dire, je peux faire plein de trucs qui me plaisent pas toute l'année. Si à la fin j'ai plus d'Ethereum, je serai content et ma thèse d'investissement finale elle est là. Mais et il y en a aussi qui disent bah moi j'ai un portefeuille à disposition, j'ai un portefeuille ultra dégène comme on appelle ça. Donc c'est je rentre vraiment dans tous les projets et je me dis qu'il y en a un qui va faire x100 et donc voilà et donc t'as plein de stratégies et ça implique d'avoir sa propre thèse d'investissement et ça en fait tu peux le mettre un peu à tous les niveaux. Par exemple, ta stratégie, tu peux l'adapter en fonction de ton budget. Donc, si t'as un budget plutôt élevé, tu iras plutôt sur Ethereum. Si t'as un budget qui est très faible et que tu veux absolument te lancer dans les NFT ou que tu débutes carrément, tu iras plutôt sur Solana. Et tu peux avoir comme thèse d'investissement accumuler des Ethereum et entre-temps, pendant l'année, aller faire du flip de NFT, donc de l'achat-revente très rapide sur Solana parce que c'est ça qui rapporte en ce moment même. Ouais, tu peux cumuler et faire un petit peu du court-termiste effectivement et croire et faire du hold en fait sur un projet dont tu sais que bah quand la vraie valeur ou du moins celle que tu estimes va arriver, tu vas faire ton x10 ou plus quoi. Et comment tu identifies a priori ou dans ton analyse des projets qui sont sur le long terme en fait quand tu veux investir et que tu te dis ce projet-là il va durer quels sont les critères que tu utilises pour le savoir en fait? Alors, c'est assez marrant mais moi j'ai pas inventé grand-chose parce que je me suis juste appuyé sur ce qui existait dans l'investissement traditionnel avant et pour moi le sujet numéro 1 c'est vraiment les teams. Donc et en fait quand je dis les teams, j'ai pas forcément besoin de savoir leur nom, leur prénom et leur diplôme, tu vois, le sujet il est pas là. C'est plutôt déjà t'as des teams aujourd'hui, des teams d'anonymes qui ont fait plusieurs projets, donc déjà qui ont déjà un track record tu vois les NFT ça fait quand même 3 ans que ça pète, il y a des gars ils ont lancé plusieurs projets et il y a aussi des projets qui moi par exemple c'est ce que j'aime bien, tu vois, dans les projets comme les BYC ou les Colonix, c'est des projets qui créent tout un écosystème autour. Donc eux aussi ils apprennent, eux aussi ils construisent autour d'un écosystème. Donc voir dans quel écosystème se situe le projet, s'il y a déjà si les founders ont déjà créé quelque chose. Et après même si les gars ils ont pas de track record, tu peux voir assez rapidement par la qualité d'exécution, par la rapidité avec laquelle ils sortent des produits. Tu vois, un white paper qui n'est que des promesses, ça existait beaucoup à une certaine époque. Alors maintenant il y a même plus de white paper, c'est un NFT avec 2-3 promesses en description, bah voilà, s'il y a pas de team, s'il y a rien et que ça marche, ça a été un gros coup de chance et du coup, tu peux pas te dire ah merde, j'ai loupé ce truc-là. Par contre, s'il y a une hype, si tu sens qu'il y a certaines personnes qui sont particulièrement influentes dans l'écosystème qui commencent de s'y intéresser, tu te dis il y a peut-être quelque chose à aller voir, à aller creuser. Donc il y a un premier sujet, on va dire que c'est le sujet des porteurs de projets. T'as un second sujet qui est le projet en lui-même, tu vois. Parfois, il y a des projets qui sont éclatés mais qui ont une bonne hype, et il y a des projets qui sont excellents techniquement, qui innovent et qui ont pas trop de hype. Et tu vois, c'est toujours plus rassurant d'aller sur quelque chose, d'aller sur un projet où il y a un peu de technique derrière, où enfin tu sens qu'il y a eu du travail derrière, il y a eu de la réflexion. Tu vois qui te montrent qu'ils ont compris l'écosystème. Ensuite, dans les NFT, c'est très simple, hein. Il y a un seul truc à suivre, c'est la communauté. Les NFT, c'est avant tout des communautés de gens qui se réunissent autour de valeurs. Alors des valeurs qui sont symbolisées par l'image, tu vois, par un JPEG, mais c'est avant tout des réunions de gens. Il y a des forts comportements moutonniers dans la crypto et dans les NFT. C'est d'ailleurs, enfin il y a même une expression, c'est ape dans un projet. Aller dessus un peu sans regarder. Et t'as un vrai sujet sur les commus et il y a des manières de les observer aussi parce que quand t'es un projet, ton envie, c'est de pouvoir aller tricks un peu les potentiels acheteurs pour leur faire croire qu'il y a déjà une hype sur ton projet. Donc, tu vas acheter des followers sur Twitter, tu vas acheter des bots sur Discord et tu vas essayer de... Et parfois, c'est autoréalisateur, tu vois.
parfois c'est déjà arrivé sur certains projets qui étaient mal partis comme ça, et puis ça a attiré l'attention du grand nombre, et puis à la fin ils ont viré les bots et il y avait plus que des vraies personnes, mais ils étaient super nombreux. Donc il y a ce côté communautaire qui est à regarder, et t'as plusieurs communautés. Donc t'as des communautés qui peuvent être tu vois, t'as des Discord qui vont monter à 100 000, à 200 000 personnes. Tu vois, les premiers, ça avait été Mechaverse, être vraiment fort là-dedans. Ils avaient monté leur Discord à 100 000 personnes assez rapidement, ce qui avait pas trop existé avant, et qui depuis est devenu la norme, quoi. C'est-à-dire que un Discord à moins de 100 000 sur les 6 derniers mois, voilà, le projet avait pas de hype. Et donc t'as ce type de communauté là, et t'as aussi l'autre type de communauté qui, on va dire, qui est plutôt la communauté engagée, tu vois, où le NFT va avoir des utilités qui sont liées à des valeurs ou liées à une spécificité. Et dans ce cadre-là, même si t'as moins de monde, si t'as des gens qui sont plus engagés ou voilà qui vont t'aider à porter le projet, dans ce cas-là, il peut y avoir beaucoup moins de 100 000 personnes et avoir quand même un projet qui réussit. Ouais. Et alors c'est ça pour moi la difficulté aussi, tu vois, d'analyser, enfin comment dire, de juger de la qualité d'un projet en fonction de sa hype et de sa communauté, parce que un projet qui soit mauvais ou bon, il aura besoin de communiquer, tu vois. Et comment on sait que la communication est trop visible et qu'il y a rien derrière, tu vois? Comment est-ce que tu mets la puce à l'oreille de voilà, là il y a du bot, par exemple, tu parlais, il y a des. Pour le coup, le bottage, ça se voit très facilement parce qu'il y a des outils pour aller regarder s'il y a des fake followers. Vraiment, tu tapes fake follower Twitter dans Google, t'as une ribambelle d'outils qui t'aideront à vérifier ça. Et de l'autre côté, une hype, tu peux pas trop fake une vraie hype non plus. C'est-à-dire que t'as aussi tes outils pour essayer de suivre le marché en général. Moi, j'utilise beaucoup Twitter, j'utilise beaucoup Discord et un peu IC Tool. Et le sujet, c'est que une vraie hype, tu peux pas la manquer parce que les gens que tu suis, ils vont en parler, etc. Tu vas le voir passer dans ton fil d'actualité. Les gens vont en parler sur Discord. Nous, on a un indicateur qui est très simple. Les gens vont créer un thread sur le Discord The Diggers et tout le monde va pouvoir échanger là-dessus. Donc là, t'as le sujet des communautés, voilà, où toi après, il faut aussi que tu y ailles et aller dans les communautés, discuter et voir un peu comment ça répond, si ça correspond à tes valeurs, si tu penses que c'est des gens qui sont capables d'emmener le projet quelque part ou pas du tout. Et parfois, les indicateurs sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a un projet qui s'appelle Goblin Town, qui est extrêmement drôle, qui est extrêmement particulier parce que y a pas de roadmap, c'était un free mint, il y a pas de frais de royalties. Et en général, les Twitter Space de ce projet-là, c'est 50 débiles qui gueulent dans leur micro. Et malgré tout ça, bah voilà, c'est le truc valait 0,03 et une semaine et il vaut un net maintenant. Donc, tu vois, c'est aussi des communautés où les gars ils sont aussi forts. Enfin, tu vois, il y a une certaine forme de force dans leur délire débile commun, tu vois. Donc il faut pas mépriser un délire particulier de certaines personnes, tu vois. Faut essayer de comprendre. Mais pour le coup, voilà, on a vu cette semaine grossir le délire des Goblin Town de manière exponentielle, jusqu'à créer un nombre de forks. Alors le fork, c'est des copies où on change une petite chose, souvent seulement le nom et le logo. Et donc il y a un certain nombre de forks qui sont en train d'émerger. Et là, tu vois qu'il y a toute une trend qui est en train d'émerger sur des dessins moches de gobelins. Alors t'as les Elf Town, t'as les dwarf gnome, enfin t'as 1000 trucs qui sont en train d'émerger et qui sont en train d'être dans la long tail de ce projet-là qui a explosé, parfois de manière voilà, où on sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a eu une dynamique sociale qui a fait que ça explose. Et pour finir là-dessus, je vais finir sur le point le plus important de Goblin Town, c'est que eux, ils ont vendu ça un peu comme les Tiny Dino il y a pas longtemps, et un peu comme pas mal de projets, un peu une fois par mois, t'en as un. C'est que ils ont pas d'utility. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un des points très importants quand on regarde pour acheter un NFT, on regarde avant tout les utilities qui sont liées. Les utilities, en fait, c'est assez large. C'est qu'est-ce que ça va t'apporter, qu'est-ce que le NFT va t'apporter. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une utility sociale. Je prends tout le temps l'exemple des Bake, les Bored Ape Yacht Club. L'utility, en fait, elle s'est créée avec le temps. Au début, il n'y avait pas d'utility, mais l'utility, c'est que si tu as un Bake, aujourd'hui, tu fais partie d'un espèce de Rotary Club du Web3. Voilà, t'es dans un yacht club, quoi, tout bêtement. Ça marque bien son nom. Et de l'autre, tu peux avoir aussi des utilities financières. Donc,
Par exemple, si c'est une mécanique qui marche bien sur la blockchain Solana, qui a bien marché sur la blockchain Solana, où si tu as ce NFT, bah tu reçois 2% de yield tous les mois dans ton wallet. Donc voilà, ça le transforme un peu en titre, mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, tu vois, tu as un certain nombre d'utilités qui peuvent exister. Alors ça peut être aussi des utilités dans le monde réel, tu vois. Les NFT peuvent t'ouvrir la porte à des soirées, à des groupes de discussion, peuvent te donner des réductions pour une marque. Enfin, il y a un nombre d'utilités et je pense que les plus gros use cases d'utility, ils n'existent pas encore parce qu'on est au tout début, tu vois. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que acheter ce NFT va t'apporter. Et parfois, c'est seulement de la communauté et parfois, il y a des add-ons, enfin des utilités qui sont beaucoup plus importantes. Et alors sur ce point-là, justement, parce que ça me donne l'occasion d'essayer de peut-être de distinguer ce qui est NFT et ce qui est token de manière générale, tu vois. J'étais parti moi sur le début en fait en m'interrogeant par rapport à un projet crypto global en fait avec son token, et c'est vrai qu'il y a les NFT également qui semblent finalement, j'ai l'impression, prendre un peu la place des tokens de base. Enfin, quand je parle d'un token de base, c'est toujours sur les mêmes critères dont tu parles. Par exemple, un token d'un level 2, tu vois, ou d'un roll-up, ça peut être aussi un play, un truc à jouer en tant qu'investisseur crypto en disant il y a une utilité liée à ce token. Et là, on est complètement en dehors du NFT. Mais c'est vrai que la capacité du NFT, ça donne peut-être l'occasion de rappeler ce qu'est un NFT, tu vois, et des caractéristiques propres du NFT. Peut-être pourquoi j'ai l'impression que les NFT sont en train de prendre le pas même sur ce avant on appelait juste un token. En fait, on investit, on attend que la valeur monte parce qu'il y a une utilité derrière, tu vois. En fait, pour faire simple, déjà, j'ai une bonne nouvelle. Les NFT et les crypto-monnaies, on peut toutes les deux les appeler tokens, parce que d'un côté, tu as les non-fungible tokens, donc c'est les tokens non fongibles, c'est-à-dire que le NFT numéro 47 d'une collection, c'est pas le même que le numéro 52 de la même collection, tandis que un token fongible, c'est comme de la monnaie, c'est-à-dire que le Bitcoin numéro 47, tu peux l'échanger contre le Bitcoin numéro 5322 et il y aura aucune différence. Ils ont la même valeur, ils portent les mêmes caractéristiques. Le truc, c'est que un NFT, deux NFT d'une même collection, pour faire assez schématiquement, ils sont dans un smart contract dans lequel tu as deux choses. D'un côté, dans le smart contract, tu as les caractéristiques du NFT et de l'autre, tu as les caractéristiques liées à l'échange de ce NFT. Donc, les caractéristiques du NFT, c'est les propriétés qui y sont associées, plus le lien vers l'image IPFS, quoi. Enfin, vers la base de données qui permet d'afficher l'image. Et de l'autre côté, tu as toutes les lines qui représentent ce NFT a été envoyé à cette adresse, puis revendu, etc. Et en fait, dans tous les cas, c'est le même modèle. Dans tous les cas, c'est des tokens, sauf que tu as un token qui est fongible, qu'on appelle les crypto-monnaies, et un token qui est non fongible, qu'on appelle non-fungible token. Ce qui est vraiment important de garder en tête également, c'est que la valeur d'un NFT, elle est pas conditionnée à l'image que tu vois à ton écran. Par contre, la valeur du NFT, elle est conditionnée à la preuve sur la blockchain que cette image, enfin la représentation de cette image t'appartient. Et en fait, l'exemple que tout le monde prend, je vais rien inventer là, mais c'est-à-dire que tout le monde peut prendre la Joconde en photo et l'afficher chez soi. Enfin, moi aussi, je suis sûr qu'il y a un scan de la Joconde qui existe et qu'on peut télécharger et imprimer en HD, en 4K, en ce que tu veux, et l'afficher chez soi. Ça veut pas dire que t'as la Joconde chez toi. Ça veut juste dire que c'est une copie de la Joconde. Bah, là, c'est pareil. Ce qui est important, c'est la preuve de possession. C'est pas du tout l'image en soi. Ouais, ce qui veut dire que le sous-jacent, donc dans ton exemple, c'est le tableau même de Léonard de Vinci. Lui, il faut qu'il ait une valeur et qu'il ait une valeur qui soit réputée, renommée, indisputable, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Derrière, tu vois, si on parle de digital art, et puis moi je pense qu'il y a que de l'art, il n'y a pas de l'art digital ou de l'art non digital. Si on parle d'art, tu vois, par exemple un Beeple aujourd'hui qui fait des NFT qui sont ultra reconnus. Lui, c'était déjà un digital artiste avant, sauf qu'avant il échangeait son digital art sur une clé USB contre $2000. Et si tu veux, les NFT, ça a juste permis de créer un modèle cohérent à son business parce que lui, il pouvait certifier qui était le propriétaire et en fait, moi je l'ai appris assez tard, tu vois, en m'intéressant plutôt au sujet de l'art,
Mais en fait, l'art digital, ça existait déjà avant les NFT. Genre, on n'a rien inventé. Et du coup, depuis que je sais ça, je trouve que c'est quand même encore plus facile à comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé un asset spéculatif en se disant on va vendre des petites images de chats qui ont pris du LSD et on va faire de l'argent dessus. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un truc qui existait avant. Alors aujourd'hui, on a besoin d'avoir une identité prouvée en ligne. Enfin, tu vois, il y a tous les sujets d'identité. Je suis pas sûr que ce soit l'endroit pour les aborder, mais il y a un vrai sujet d'identité où le NFT, en tout cas, il est dans une grande tendance d'identification de nous-mêmes en ligne. Ouais, exactement. Et c'est là aussi que, enfin, ça, dont je voulais parler aussi, c'est que finalement, j'ai l'impression que le NFT, tel qu'on le connaît, c'est l'art, le JPEG, tu vois. Enfin, c'est la représentation d'une œuvre d'art. Mais en voyant plus largement, j'ai l'impression que, comme de par son, comme tu disais, son unicité, authenticité, tu vois, inviolabilité de la caractéristique de cet instrument, finalement, son application, elle est beaucoup plus large. Elle est très importante. Toi, on parle notamment dans l'immobilier pour remplacer dans tout ce qui est propriété avec les notaires, etc. Enfin, c'est un sujet très très brûlant en ce moment, et donc je pense que c'est pour ça qu'aussi que on en parle peut-être plus au-delà du JPEG, quoi. Ouais, au-delà du JPEG, en fait, il y a plein de cas d'usage. Moi, je suis persuadé que les plus gros cas d'usage du NFT, on les connaît pas encore. Parce que nous, en fait, la partie visible de l'iceberg, c'est vraiment les collectibles, c'est les BYC qui s'échangent. Alors maintenant, ça va être plutôt aux alentours de 150K, 200K, mais tu vois, ça, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. C'est Jimmy Fallon, c'est Snoop Dogg, c'est tous ces gens-là, voilà, qui font de la télé. Mais derrière, les NFT, ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que tu vois, je pense à Ariani avec Breitling, ils avaient fait ils appelaient ça un passeport digital. Donc en gros, ta Breitling maintenant, elle vient avec un NFT que tu dois transférer au nouvel acheteur comme un certificat d'authentification. T'as des use cases, je sais qu'il y a une boîte française, alors j'espère que je me trompe pas de nom, mais je crois que c'est Honest, qui utilise les NFT dans la logistique parce que c'est plus facile qu'un QR code, parce que il y a 1000 raisons. Et le NFT aussi, tu vois, tu parlais de l'immobilier, c'est un secteur qui est super intéressant pour ça parce que l'immobilier, c'est un secteur où l'information, elle passe mal et elle est mal sécurisée. En fait, c'est un secteur qui se base, l'enrichissement des gens dans l'immobilier se base sur la symétrie d'information. Or, quand tu commences de mettre en place des projets blockchain ou crypto-monnaie ou NFT dans l'immobilier, tu rajoutes une surcouche technologique qui est un peu difficile à mettre en place, mais par contre, tu peux résoudre des problèmes long terme de l'immobilier qui sont indécents. Je te prends deux exemples assez rapides. Alors, je me rappelle plus dans quel pays d'Afrique. Je crois que c'est en Éthiopie où ils ont jamais eu de cadastre. Il y a juste des gars qui sont arrivés qui ont dit on va créer Bitland, on va mettre les cadastres sur la blockchain et tout le monde y aura accès assez rapidement. Ben, ce pays-là maintenant a un cadastre grâce à la blockchain. Enfin, en tout cas, a un cadastre qui est tenu à jour et qui est inviolable, quoi. Ce qui n'était pas le cas avant. Et tu vois, un deuxième exemple assez facile. À partir du moment où tu vas pouvoir mettre ton certificat de propriété sur la blockchain, tu vas pouvoir l'échanger beaucoup plus facilement. Alors tu vois, tu nous parlais des notaires, c'est un sujet un peu touchy parce qu'aujourd'hui le droit immobilier, il passe au-dessus du droit du droit des NFT. Donc le droit immobilier prévaut sur tous les autres droits quand il est sujet immobilier. Donc aujourd'hui en France, tu es toujours obligé de passer par un notaire. Quand tu payes un Bitcoin, tu es toujours obligé de te mettre d'accord sur un tarif en euros qui sera représenté par un nombre de bitcoins, ou alors tu fais ça comme un troc, tu vois. Ouais, le NFT, il peut représenter une maison, il peut représenter un bout de maison. Demain, il pourra représenter la participation dans un fonds d'investissement qui a investi dans de l'immobilier. Enfin, tu vois, il peut représenter beaucoup de choses. Bien sûr. Et puis après, je pense que c'est une question de temps aussi, parce qu'aujourd'hui, tu es obligé de payer en euros aussi, mais je pense que il y a un moment où on va passer à autre chose aussi, quoi. Non, mais c'est cool. Et avant de rentrer un petit peu sur la partie justement comment jouer les NFT, juste sur encore des questions, juste une question high level en fait sur justement ce phénomène de hype et le dégonflement de certaines bulles qu'on a pu voir, tu vois, sur alors je sais plus c'était quelle collection où quelqu'un avait acheté au prix. Ouais, voilà, tu vois, et qui avait acheté vraiment parce que la hype était trop haut et ensuite elle l'a revendu, je crois qu'à 500 €. Enfin, même pas. Non, alors le grand truc des médias là ces jours-ci, c'était le mois dernier, c'était le NFT du premier tweet de Jack qui avait été acheté je ne sais combien de dizaines de milliers de dollars et revendu. Alors je me demande si c'était pas même des centaines de milliers de dollars.
et qui avait été mis en vente pour $10,000, une connerie dans le genre. Ouais, c'est ça exactement. Et dans ce contexte, tu vois, bon clairement, moi, j'ai l'impression qu'il y a une bulle. Tu parlais de l'effet social, comme dans un Rotary Club quand tu possèdes le NFT, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même à la marge. Et puis il y a tel nombre de collections aujourd'hui. Comment tu vois toi les NFT dans 5-10 ans, ces NFT de l'art, tu vois, comment tu... Le premier sujet, c'est que l'effet, il y a beaucoup de collections, il y en a peu qui pump. Il va s'accentuer dans une structure de marché comme la nôtre, parce qu'en fait, vu qu'il y a peu d'investisseurs qui restent, le peu d'investisseurs, ils se concentrent toujours sur les mêmes actifs. Et ça, en fait, c'est pas, j'ai rien inventé, hein, c'est vraiment l'histoire des marchés traditionnels qui a prouvé ça. Donc en fait, quand ça va mal, c'est les mêmes personnes qui se concentrent sur les mêmes actifs. Donc voir des BYC qui en fait ont pas trop pris le jus en ce moment, contrairement à des centaines de collections qui de qualité moyenne qui sont en train de disparaître, ça c'est une tendance qui va continuer d'exister et qui va continuer de s'accélérer. Sur les NFT dans 5-10 ans, c'est assez facile, on sait rien, et n'oublie pas que les NFT c'est en train d'exploser depuis 1 an, ça existe depuis 4 ans. Enfin, tu vois, ça existe pour plus de 10 000 personnes depuis 4 ans. Et on a déjà, et ça fait déjà la ligne des journaux, tu vois, 1 fois par mois, quoi. Donc, je pense qu'on est vraiment au tout début. C'est l'outil, si tu veux, l'exercice de prospective, il est marrant parce que nous, qui sommes persuadés, enfin, moi et tous mes compatriotes qui sommes convaincus de l'écosystème, ça nous fait rêver. Les autres, ça leur permet, ceux qui sont, on va dire, anti-NFT, ça leur permet aussi de se voir en Nostradamus, enfin voilà, en porteur de mauvaises nouvelles, en disant. Après, est-ce qu'il est cohérent aujourd'hui, cet exercice de prospective? Je pense pas. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que tu auras toujours ces deux types d'assets. Tu auras des assets qui auront des utilités dans le monde réel. C'est-à-dire, demain, je sais pas, pour réserver ton spa, plutôt qu'il y ait un outil de yield management, ce sera le spa qui va émettre X NFT billetterie. Et après, tu pourras les échanger sur un secondary. T'as une boîte là que je dois voir, ils sont super, je crois, ils s'appellent Billy, qui est spécialisé dans la billetterie. Et tu vois, quand on voit ce qui s'est passé au Stade de France et tout, c'est trop drôle de voir que au ministère des Sports, ils commençaient à dire ouais, il faut que les billets pour 2024 ce soient des NFT. Moi, j'étais là en mode les gars, yes, on y est quoi. On arrive enfin et en fait, tu vois, il y a plein de use cases dans les 5 et 10 prochaines années qui vont s'imposer à nous sans qu'on y ait forcément parlé, sans qu'on y ait forcément pensé. Et je pense vraiment qu'on n'a pas vu 1% des use cases possibles encore. Mais je pense qu'il y aura d'un côté ces use cases dans le monde réel et de l'autre, pour revenir à mon cheminement, toujours des use cases, on va dire, plutôt virtuels. Quand j'entends use case virtuel, c'est-à-dire des collectibles qui vont te servir d'identité en ligne. De l'autre, des play to earn, donc des jeux auxquels tu pourras accéder avec des NFT, potentiellement gagner de la crypto-monnaie. Enfin, en tout cas, qu'il y ait une économie, il y a une réelle économie derrière ces jeux-là. Et t'as tous les NFT qui, on va dire, seront relatifs au métaverse et au monde virtuel. D'accord. Et la côté utilities, tu la mettrais dans quelle catégorie dans le métaverse sur la 3e partie? En fait, tous les NFT ont des utilities à un moment ou à un autre, hein. Mais l'utility du NFT dans le métavers, c'est vraiment d'être le fond de l'économie. C'est-à-dire que dans un MMORPG, tout ce que tu créais, le temps que tu passais à faire augmenter ta petite fortune en Camas ou en Gold ou je ne sais quoi, tu le faisais avec quelque chose d'irréel qui était géré par Blizzard ou par Dofus ou par Ankama Studio. Là aujourd'hui, l'utility des NFT et des monnaies qui sont dans les métavers, c'est tout simplement de donner une forme de pas de réalité, mais de concrétiser le temps que tu passes et la valeur que tu apportes dans le métaverse. Ça marche. Mais par exemple, ce projet de yield management là dont tu parles, d'émettre des billets, etc. Ça, tu le mettrais pas dans aucune des catégories parce que tu dirais que ce sera juste dans le monde réel que ça serait appliqué, quoi. Non, mais pour moi, t'as vraiment 4 grandes catégories. T'as la catégorie, on va dire des NFT avec une utility dans le monde réel, donc des NFT pour la logistique, pour vendre des billets, etc. T'auras des NFT qui seront plus sur les sujets axés sur les sujets d'identité, donc c'est dans lesquels on peut mettre les collectibles. T'as tous les NFT qui vont être liés à des jeux, donc les cartes so rares, voilà les laines de Triverse, enfin ce que tu veux. Et t'as tous, enfin pas les laines Triverse justement, mais tous les NFT de Blancos par exemple,
qui sont l'équivalent de skins Fortnite, mais qui sont échangeables. Et t'as la dernier type de NFT qui seront tous ceux qui seront relatifs au métaverse. Et donc, tu vois, c'est de la online fashion, c'est des lands. Yes, non, c'est clair, c'est très clair. Ok. Alors justement, d'un point de vue, si on revient, c'est un point de vue investissement pur sur ce coup-là. Si je comprends bien, tu penses que le marché des NFT, là, il y a des bulles et il y a des vagues qui feront que là, on est dans bear, mais il y aura des moments où il y aura des hypes et il y a peut-être même des hypes sur des moments, des micro niches, des micro collections. Donc il y a des coups à faire, si je comprends bien, si j'entends bien derrière, c'est ça. En fait, il y a jamais 100% d'une classe d'actifs qui est en baisse. Hein. Ouais. Ça donne espoir. Du coup, pour les gens qui veulent se lancer, tu vois, dans ce essayer de gagner en NFT, quels sont peut-être les grands principes, les choses à faire, les outils à utiliser, le temps qu'on peut y passer. Est-ce que tu peux peut-être faire un tour d'horizon des guides pratiques pour ça, si c'est possible? Ouais, bien sûr. En gros, ce que je conseillerais pour ceux qui veulent se lancer, c'est déjà il faut garder les choses simples. C'est-à-dire choisir une blockchain, choisir 4 projets et essayer de comprendre et s'investir sur ces projets-là. Et il y a un vrai sujet, je pense qu'il faut essayer de comprendre l'écosystème, donc de comprendre les différentes blockchains, qu'est-ce qu'elles apportent, pourquoi. En fait, je pense qu'il y a un vrai sujet avant de mettre son premier dollar. Il faut vraiment essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche, etc. Tu as plusieurs façons de rentrer là-dedans. Tu peux d'abord essayer d'aller voir, on va dire, les collections historiques, essayer de comprendre ce qu'ils ont fait marcher, pourquoi elles sont bien, comment les communautés se sont créées. Donc là, tu peux aller voir du BYC, tu peux aller voir du Clonix, tu peux aller voir du Cool Cats, du Doodles, et d'essayer de comprendre un peu comment ces projets ont réussi à émerger, comprendre les mécaniques, tu vois. Comprendre les mécaniques sur BYC, c'est pas si facile. Entre les sérums, les kennels qui ont été airdrop, le Ape Coin qui a été airdrop, les lands de Overside qui ont été airdrop également avec un coda à l'intérieur. Enfin, tu vois, là, je viens de te parler de 7 assets différents qui sont dans le même écosystème. Donc, déjà, tu vois, ça demande un effort de réflexion. Quand tu connais pas, aller comprendre ce qui se passe là-dedans, c'est déjà un vrai sujet. Ensuite, voilà, essayer de trouver un peu des projets voilà qui te paraissent bien, et c'est bien de se tromper au début, tu vois, c'est bien de faire confiance à son instinct, donc essayer d'aller trouver des projets qui vont te plaire au début et avancer. Je pense que c'est important de faire cette première démarche pas tout seul, mais voilà, d'être accompagné, mais en tout cas d'essayer de comprendre les bases mécaniques et d'aller voir 2-3 projets. Et en fait, une fois qu'on est là, je pense que c'est à ce moment-là, en fait, les NFT, c'est la communauté, c'est tout dans les NFT, et tu peux pas avancer tout seul. Un gars qui investit tout seul, c'est un gars qui va se tromper parce que il aura du mal à lire les hypes sociales, il aura du mal à lire ce qui est en train de se passer autour de lui, et c'est pour ça que je recommande très vite de se trouver soit un groupe d'amis du monde réel, voilà, avec lequel tu vas pouvoir échanger et parler de projets. Et en fait, c'est tellement enfin, ça change tellement tout de plus être seul quand on investit là-dedans. Et sinon, alors, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais je vois difficilement comment on peut se lancer sans aller dans un groupe type The Diggers au début. The Diggers, ça va ou un groupe Discord d'un autre, hein, mais bon, je prêche pour ma paroisse parce que je suis vraiment profondément persuadé que c'est là où c'est le plus facile de commencer. Chez The Diggers, ce que ça va te provide, c'est des avis, en fait, des avis sur les projets, la possibilité de parler à quelqu'un sur un projet que tu as vu et tu veux avoir un avis, et parfois, tu vois, tu vas être face à des avis très tranchés sur c'est de la merde pour ça, ou c'est trop bien, t'as découvert ça où, et en fait, et parfois et souvent c'est un peu entre les deux, mais en tout cas ça va te permettre d'échanger sur les projets, ça va te permettre aussi de voir des projets qui ont été envoyés par d'autres gens et de suivre ces analyses. Et le deuxième sujet, c'est que aujourd'hui, on va appeler ça une mode. Il y a une mode qui se passe dans les NFT, c'est la mode de la whitelist. Et pour quelqu'un qui veut se lancer et qui a par exemple pas d'argent, il peut déjà venir chez les diggers pour essayer nous on a des alpha hunters comme on les appelle, qui vont aller chercher des waitlists et qui vont les donner en giveaway sur le Discord de diggers pour des membres qui sont actif. C'est-à-dire que tu peux pas rentrer sur le Discord et le lendemain gagner un giveaway de whitelist. Et ça permet à quoi? Ça permet quoi? Ça permet à même quelqu'un qui a pas 1 € à investir dans les NFT de venir et de se faire une idée, parce que souvent tu peux soit venir chez les diggers, soit tu peux aller dans le Discord des projets eux-mêmes, tu vois, un projet que tu as vu et tu as dit ah ça a l'air pas mal. Si tu rentres dedans et que tu t'investis, souvent les projets ils distribuent des whitelists à leurs membres les plus impliqués. Les whitelists, tu rappelles, c'est juste un token en fait gratuit, quoi, c'est ça?
Non, alors la whitelist, c'est l'assurance d'avoir le droit de minter le projet quand il sort. Ouais, donc à ce moment-là, il faudra les fonds pour payer, mais tu fais. Ouais, mais en fait, il y a des tokens de whitelist, tu vois, je pense à Trippinape ou même à OKBears, c'est des tokens de whitelist qui se revendaient plusieurs sols, tu vois. Là, alors, je pense sur Solana parce que c'est la mode en ce moment, mais t'as des tokens de whitelist qui se revendaient pour 10, 20, 30 sols, donc tu vois, ça fait déjà des milliers d'euros, donc Et tu l'as minté pour très peu, quoi. tu peux même ne jamais minter, tu vois, si t'as pas de NFT et que t'as gagné cette whitelist et que on t'en propose, on va dire 5 sols, tu peux dire, bah, ce projet, j'y crois pas tant que ça, je revends pour 5 sols ma whitelist, et moi, ces 5 sols, je vais les investir dans un projet dans lequel je crois plus. D'accord. Ouais. T'as plein de façons, tu vois, d'entrer dans ce monde-là, et en fait, autant ça peut être critiquable ce nouveau modèle ou pas, mais autant je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sain, c'est que ça force les gens à aller voir ce qui se passe sur les projets. Et en fait, moi, c'est ce que je recommande à tous. C'est vraiment si vous voulez voilà entrer dans cet écosystème-là, bah déjà ça va prendre un peu de temps évidemment, mais surtout il faut se forcer à aller voir les projets, à aller lire les roadmaps, à aller essayer d'aller parler un peu avec les teams, à aller essayer d'aller donner un coup de main. Et c'est ça qui va parce qu'en fait les NFT c'est juste une culture commune, hein, donc et c'est ça qui va forger le savoir-faire, quoi, la culture commune NFT. Voilà un peu les façons de rentrer, quoi. Ouais, donc c'est vraiment l'histoire de on n'a pas d'argent mais on a des idées, quoi. Si t'arrives, tu communiques, t'es actif, tu poses des questions, tu te renseignes et tout, tu peux avoir accès à ce whitelist, hein, sur le Discord de Diggers en tout cas. Tu fais un petit coup de main pour commencer et tu peux te choper ton truc à un bas prix et après attendre que ça pump et le vendre plus cher. Voilà, donc après tu vois, tu le fais chez Diggers, enfin moi je te parle des Diggers parce que c'est le modèle que je connais, mais si tu veux, là où on est très fort par rapport à d'autres, c'est que c'est le seul modèle où c'est gratuit. C'est-à-dire que sur d'autres, faut d'abord acheter un NFT qui te donne accès à un Discord, et ce Discord te permet de participer à des giveaways de whitelist. Ouais, parce que le NFT aussi, ça me fait penser à un gros véhicule de comment dire, d'appartenance. On parle d'identité, mais d'appartenance à un club. Je pense aux Moonbirds en fait là, qui était ou le Proof Project, je crois, aux États-Unis, il y a un gros. Ouais, voilà, ça c'est typiquement le même truc que le Rotary Club. Là, il faut payer pour entrer dans la communauté, quoi. Exactement. Mais après, tu vois, il faut pas croire aussi que les NFT ont inventé quelque chose, hein. C'est-à-dire les podcasts qui ont leur petit fan club ou leur petit écosystème, qui font des clubs et ils partent une semaine aux Bahamas ensemble pour. Enfin, tu vois, ça existait avant les NFT, hein. Proof ou Rug Radio, ils ont pas inventé le concept. Par contre, les NFT, c'est vrai que c'est particulièrement adapté à ce genre de modèle. Donc, on va les voir se développer et c'est assez cool, quoi. Et sur la partie artistique, parce que moi j'ai des collections que je vois. Alors, enfin, si je comprends bien, finalement, l'approche d'aller sur OpenSea et de se faire soi-même une idée en fonction de l'appréciation peut-être artistique qu'on trouve d'une collection. Tu vois, par exemple, moi j'ai vu il y a une collection avec des singes, avec des drôles de têtes, un peu des têtes de mort et tout, que j'ai trouvé super, tu vois, artistiquement. Et le truc vaut rien, quoi. Donc c'est là où, tu vois, comme tu dis, c'est pas là que se joue la critère. C'est pas dans ton appréciation de la beauté. Après, il faut savoir pourquoi tu es là aussi. Et moi, il y a un certain nombre de NFT que j'ai par conviction, parce que je l'ai trouvé cool, parce que le gars qui a monté ça, je le connais, parce que, enfin, tu vois, il y a aussi, on est aussi des humains, les NFT, c'est un monde de vibe, quoi, où les gens ils sont là pour kiffer, ils sont là pour être ensemble et aimer ce qu'ils font. Et dans ce cadre-là, c'est pas en essayant de maximiser tes profits au maximum que tu feras le plus de profits, selon moi. C'est vraiment en essayant de rentrer dans l'écosystème et de voir ce que t'aimes. Et en fait, oui, alors la première collection que t'aimes, peut-être elle rapportera pas beaucoup d'argent, mais peut-être qu'au fil des jours, des semaines, des mois, tu vas en trouver. Tu vas te faire un œil et tu vas dire, putain, celle-ci, je l'aime bien, elle correspond elle a pas mal de signes verts et tout. Vas-y, j'y vais. Et quand ça vaudra rien, parce que t'as eu l'œil attentif et que ce truc-là a émergé autour de trucs que tu regardais et qui valaient rien. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce sujet de vibe et communautaire où, en fait, tu peux pas tout avoir tout de suite dans ce monde-là. Mais par contre, une fois que tu es entré dans des communautés, ça va t'ouvrir des portes. C'est vraiment le même concept qui allait se perdre sur YouTube, hein. C'est quand tu vas rentrer dans une commu, ça va t'ouvrir les portes d'une autre, qui vont t'ouvrir les portes d'une autre, qui vont t'ouvrir les portes d'une autre. Et après, voilà, hein, tu suis le lapin, quoi. Tu suis le lapin blanc. Non, mais c'est vrai que c'est passionnant, mais c'est vrai que c'est aussi
Enfin, c'est vrai que c'est ça qui rend aussi difficile, je trouve, l'investissement dans les NFT, c'est que cet effet communauté, il peut aussi te faire oublier la réalité de la chose, comme tout est un peu basé sur l'acceptation, le FOMO un peu, tu vois, le truc qui va te créer la hype. Tu peux vite tomber dans ah bah ouais, dans ma communauté tout le monde l'adore ce truc-là, donc moi je vais l'acheter, alors qu'en fait c'est que dans ta communauté que les gens aiment ça, tu vois, et finalement ça va pas forcément réussir. Ouais, bien sûr, mais après, tu peux pas. Le premier point, c'est que tu peux pas tout réussir, et le second point, c'est que au moins, si tout le monde l'aime dans ta communauté, ça veut aussi dire que vous avez des valeurs communes, donc c'est pas si mal, tu vois. C'est dire que vous êtes bien trouvés, quoi. Ouais. Oui, tu perds, ouais, t'as gagné des potes, quoi, des gens avec qui continuer sur cette route-là, quoi. Donc c'est Ouais, plutôt mais cool. franchement, moi, je dis beaucoup. Hein. Moi, j'ai gagné beaucoup d'amis dans cette expérience, et ça vaut plus que l'argent. Ok, donc je crois qu'on a un peu saisi du coup comment entrer dedans, comment faire un peu de les acheter à pas cher finalement sur des whitelists intéressés, et puis essayer de trouver là où il y a de la valeur sur les 4 points dont tu détaillais en fait. Est-ce qu'il y a de la valeur sur le côté collection, sur le côté play to earn, sur le côté dans le metaverse, etc. Avoir des convictions par rapport à ça, et après c'est juste attendre que le truc pump. Tu le vois comment? Tu vas checker régulièrement sur OpenSea, tu regardes le floor et tu vois quand, enfin comme tu traderais n'importe quel token ou... Non, bah il y a plusieurs façons de faire. Hein. Moi, effectivement, j'aime pas, je m'investis pas dans les projets, donc je check le floor assez régulièrement. Mais j'ai envie de construire d'autres choses, donc c'est pas à ça que je passe mes journées. Mais tu vois, nous on a des super histoires de gars qui ont investi dans un projet parce qu'ils y croyaient vraiment à fond. Ils se sont investis. Alors au début, ils sont devenus modérateurs. Ensuite, ils sont devenus associés. Et ensuite, le projet a marché, donc ils ont revendu un de leurs tokens, enfin un de leurs NFT, ce qui leur a permis de rentrer sur d'autres projets, d'être associés. Et puis, au bout de 6 mois, ils sont devenus spécialistes de la blockchain. Et au bout de 8 mois, il se reconnaîtra s'il nous entend. Et ils se font recruter dans un gros fonds d'investissement. Donc, alors que, alors que le mec, sa carrière prévue quoi à la base, tu vois. Juste, il s'est fait piller à fond par les NFT. Il a adoré et il est devenu le meilleur dans sa catégorie. Et parce que lui, il s'investissait dans les projets dans lesquels il mettait de l'argent, tu vois. Il s'investissait personnellement. Il passait du temps, il aidait les équipes et tout. C'est de l'implication, parce que t'as pas forcément besoin d'être développeur pour t'impliquer dans un projet. C'est de la communication que tu t'apportes. Tellement d'autres jobs. Il y a tellement d'autres jobs. Déjà, le premier, c'est modérateur Discord. Le second, c'est faire des mèmes. Je te jure, il y a des gars qui font des mèmes et qui gagnent plus d'argent à l'année que nous. Et leur job, c'est de faire des mèmes toute l'année dans des DAO, tu vois. Le sujet, c'est que il y a plein de jobs. Il y a des jobs de traduction, il y a des jobs de simplification. Tu sais, dans les projets en général technologiques et particulièrement dans les projets blockchain, il faut toujours quelqu'un qui fait le tampon entre les marketing et les devs. Donc, si tu as 2-3 connaissances techniques, tu peux aller à cet endroit-là, enfin faire le tampon de la communauté et les devs. Tu as des sujets de marketing. Enfin, il y a des places à prendre de partout. Sauf que la différence, c'est que c'est pas des places à demander comme dans le marché du travail traditionnel, c'est des places à prendre. C'est-à-dire que tu y vas, tu bosses, tu t'investis dans la commu, et au bout d'un moment, tu dis, hello, j'ai fait 17 000 mails même pour votre DAO. Comment je fais maintenant pour que je puisse travailler officiellement pour vous, quoi. Est-ce que tu crois que ça s'adresse à des gens enfin, est-ce que tu peux faire ça en parallèle d'une autre activité, tu vois, ou est-ce que on est tellement peu à faire, à être full time là-dessus que je pourrais pas te répondre autre chose que oui, bien sûr, il y a limite que des gens qui font autre chose à côté. Alors oui, ça prend du temps, mais franchement, tous les jours, tu serais surpris par les gens avec qui on discute sur Discord. C'est des gens qui ont des enfants, d'autres qui. Alors oui, il y a des étudiants d'une vingtaine d'années. Ça fait un gros du truc, mais t'as des pères de famille, t'as des gars qui bossent dans le bâtiment, des pharmaciens, enfin t'as du tout. Moi je trouve ça excellent. T'as tous les corps de métier qui sont représentés, des infirmiers, on a un professeur des écoles, musicien la nuit également, et au milieu de tout ça, ils trouvent le temps d'acheter des NFT et de s'investir dans la DAO of Diggers. Tu vois, après c'est horrible de dire ça parce que ça fait vraiment le donneur de leçons mais bon, c'est comme tout quoi. Au bout d'un moment, si tu veux trouver du temps, t'en trouves. Hein. Non, bien sûr. Mais comme c'est novateur, on n'a peut-être pas assez de recul. En fait, mon interrogation, si tu veux, c'était plus du côté
tu vois le ratio entre le temps que tu y passes et le retour sur investissement, toujours d'un point de vue investisseur, parce qu'il y a la stimulation intellectuelle, hein, d'être dans un groupe, de chercher, de trouver des trucs. Ça c'est pas un truc forcément quantifiable, mais sur l'aspect juste, en fait, investissement, est-ce que tu peux, en étant intéressé et y allant de temps en temps, en faisant tes recherches, etc., est-ce que ça peut être un truc que tu accompagnes tel que comme tu investis en bourse, par exemple, où à un moment donné, tu vas acheter ou vendre, ou ouais? Sur ce point-là, pour moi, il y a deux sujets. Le premier, c'est que à première vue, c'est très compliqué. À première vue, il y a plein de collections, il y a plein de blockchains, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et donc oui, moi j'aime bien faire l'analogie avec le surf. Les NFT, c'est un truc super ingrat. C'est comme le surf. Je sais pas si t'as déjà essayé, mais ton premier mois sur un surf, il est ridicule. Ben, ton premier mois dans les NFT, il est ridicule également. Et il y en a. Enfin, en tout cas, quand t'essayes de le comprendre, mais nous, on a déjà vu des gens où leur première invest, c'était super parce que avant, ils ont passé 3 semaines à essayer d'aller dans tous les Discord, à gagner des whitelists, à faire des trucs et tout. Mais oui, c'est un petit peu ingrat au début. Et il faut juste passer le temps, il y a un ticket d'entrée minimal intellectuel, voilà, où il faut passer un peu de temps pour essayer de comprendre le truc. Et derrière, là où je te rejoins, c'est que si tu vas pas regarder ce qui se passe sur le marché des NFT pendant une semaine, il se peut que quand tu reviennes, tu sois un peu du père. Mais après, si t'as les bases et que t'as compris comment marcher, donc tu vois, que t'as compris que c'était cyclique, ça marchait sur la hype et tout, tu prends quand même pas beaucoup de temps avant de retomber dans le bain, quoi. C'est, tu vois, tu peux retourner dessus assez vite. Mais et si tu fais des investissements qui sont très long terme, là, je pense que tu peux avoir un modèle d'investissement qui ressemble à celui de la bourse où tu investis et derrière tu regardes plus. Mais tu fais ça, par exemple, sur des assets un peu différents. Moi, si je devais faire ça, je ferais ça sur des assets qui ont déjà fait leurs preuves et qui s'en sortent bien pendant cette période qui est pas faste pour le NFT. A priori, un NFT qui s'en est bien sorti en ce moment, c'est un NFT sur lequel il est plutôt de bon ton de miser à long terme, quoi. Et pourquoi il marcherait bien en ce moment? Je sais pas, t'as des exemples comme ça et de pourquoi en fait il s'en tirerait bien? Non, mais moi en ce moment j'aime bien parler des BYC. En vrai, les bordels, puis ils ont pas pris une si grosse claque que ça. Alors oui, ils ont pris une claque parce que Let a pris une claque, mais Let, un net c'est un net, et à la fin, eux, ils ont pas pris une si grosse claque que ça en termes de dette, quoi. Il y a eu un petit pic là, il y a une semaine où il y en a 2-3 qui se sont vendus à 60 têtes, mais bon, en dehors de ça, ils ont quand même maintenu la pression, et t'as pas mal de projets qui ont maintenu la pression, tu vois. Donc pour toi, peut-être l'aspect social d'un projet, c'est ce qui serait le plus résilient en fait en cas de crise, quoi. Bah non, mais t'as plein de choses. Alors, je pense aussi à Clonix et tout, mais genre quand t'as un BYC, quand t'as un Clonix, t'as créé un écosystème assez fort. Donc c'est plus seulement de la communauté, tu t'es créé une réputation. Et il y a un truc, alors qu'on m'a dit, ça vient pas de mon cerveau ça, mais un truc qu'on m'a dit et que j'ai trouvé très vrai, c'est que les projets qui s'en sortent le mieux en ce moment et qui vont pas mourir en fait, parce que là il y a plein de projets qui vont mourir, hein, on le sait, hein, dans les 6 prochains mois, il y a plein de projets qui vont disparaître, mais les projets qui vont pas mourir, c'est ceux qui se sont le mieux entourés. Donc en fait, quand t'as des partenaires qui ne meurent pas, c'est plus difficile pour toi de mourir assez naturellement. Et BYC, tu vois, ils ont fait des partenariats avec Adidas, Clonix, ils ont fait des partenariats avec Nike. Donc forcément, tu vois, enfin, c'est un peu hippie ce que je veux dire, mais le bonheur enfin, tu vois, le bon attire le bon, quoi, en même temps. Donc et alors là, tu vois, je te parle de partenariat Web 2, Web 3, mais quand je pense à un The Sandbox, en fait, ils ont tellement de partenaires en Web 2, en Web 3, ils sont tellement de partout qu'ils peuvent pas mourir. C'est plus possible, tu vois, maintenant. Ou alors, ils entraînent la moitié de l'écosystème et on aura des plus gros problèmes que la mort de Sandbox, tu vois. On prend un problème enfin, tu vois, un problème systémique le plus important. Donc, Il y a vraiment un effet too big to fail, quoi, aussi dans ce secteur-là, quoi. ouais, ou too much partnership to fail, ouais. Too much friends to fail. Ouais, trop de ramifications, quoi, là, carrément. Oui, c'est ça. Non, c'est bien que tu parles du sandbox, que je voulais t'emmener là aussi. Là, sur la partie métavers, j'ai vu qu'il y avait un partenariat entre The Diggers et Sandbox. Tu peux nous en parler un peu et de voir quelles sont les perspectives sur ce segment-là? Ouais, en fait, le sujet avec The Sandbox, c'est que c'est un marché qui commence de devenir mature aux US, qui a bien explosé en Asie et qui est inexistant en Europe. C'est-à-dire tout le monde s'en fout du métaverse, pour le faire très simple. Le problème de Sandbox, c'est que pas 20%, bien plus que ça, tu dois avoir 70% du top management qui est francophone. On va dire c'est un peu embêtant, ouais. Non, mais là, c'est le truc un peu marrant. Mais le vrai sujet, c'est que
quand t'as un enjeu, quand t'es Sandbox aujourd'hui, ton enjeu, c'est pas du tout d'avoir le plus d'utilisateurs possible, c'est d'avoir le plus de builders possible. Et en fait, la promesse de Sandbox, elle est exceptionnelle, c'est que tu peux créer des assets, tu peux créer des expériences et tu peux les monétiser sans avoir de skills, donc au préalable, donc sans être un designer, sans être un codeur. Et en gros, nous, la question qu'ils nous ont posée Sandbox, c'est de dire comment est-ce que on arrive à créer une communauté de builders. Comment vous pouvez nous aider à créer une communauté de builders en France. Donc nous, on est une initiative parmi des dizaines et des centaines d'initiatives qui font en France. Mais en tout cas, notre job, c'est essayer de sensibiliser. Enfin, ça a été de sensibiliser les diggers au building sur le Sandbox, plutôt que à essayer d'aller chercher des nouveaux clients ou quoi. Nous, c'est vraiment on a essayé d'aller chercher ceux qui étaient motivés à construire sur le Sandbox, et ça va se matérialiser comment? Ça va être un peu marrant. Donc on a créé une expérience The Diggers sur le Sandbox, faite à 100% par des diggers, pour des diggers, par des gars qui ont un travail à côté. D'ailleurs, big up à eux, parce que moi je travaille beaucoup avec eux, qui ont des enfants à côté, qui ont des jobs vraiment qui ont des jobs prenants, disons, à côté, et qui trouvent le temps de passer du temps sur la création d'assets The Sandbox, The Diggers. Et le but du jeu, voilà, c'est de faire, c'est de prouver par l'expérience que tout le monde peut construire des assets qu'on peut revendre demain avec Sandbox. Donc voilà un peu l'ambition, voilà un peu où sont Sandbox et le partenariat avec les Diggers, et donc qui se matérialise aussi par notre présence dans le métaverse, dans la Web3 Land. Donc on est entre nos amis français de Blackpool et de Red Fox. Je veux pas appeler leur nom, je veux pas misspell leur nom, mais c'est Famous Red Fox, je crois. Et avec vocation de proposer une expérience dans The Sandbox construite par des diggers dont ce n'est pas le métier, très rapidement. L'idée, en fait, c'est de construire, en fait, c'est parce que The Diggers, communauté de recherche et de partage d'informations sur le NFT, l'idée, c'est de transposer ça de Discord, hein, par exemple, typiquement de faire plus de choses de ce genre d'événements, de partage, etc., sur le métaverse, c'est ça, pour créer en fait une vie dans le métaverse. C'est ça que veut faire Sandbox. Non, nous dans le métaverse, tu vois, on n'a pas vocation à copier ce qu'est notre Discord dans le métaverse. Nous, notre vocation, c'est vraiment de créer des expériences, une expérience de groupe ensemble où on va se marrer. Donc, tu vois, pour te donner un peu de sneak peek, on a fait des mini-jeux, on a fait des quêtes, des grandes quêtes longues, tu vois, de plusieurs dizaines de minutes. Et entre-temps, t'as des mini-jeux, vraiment des jeux débiles, comme tu pourrais avoir sur ton téléphone, quoi. Nous, on a envie que les diggers aillent se marrer. Vraiment, nous, on veut être les premiers utilisateurs de notre produit, hein, comme d'habitude. On veut que les diggers qui sont sur Discord, ils continuent de faire ce qu'ils font sur Discord, mais de temps en temps, qu'ils se retrouvent dans le Sandbox pour aller faire un concours de récupération d'or, pour aller faire un concours de celui qui va le plus vite dans le jeu de plateforme qu'on a développé, pour aller se marrer, jouer un peu dans un univers qui leur ressemble, quoi. Ah, c'est marrant. Ouais, et puis pour Sandbox, l'idée c'est de créer amener des utilisateurs là-dessus pour après attirer des gens comme Carrefour, etc., qui viennent pour proposer de la pub et vendre leurs produits, créer finalement tout ça là-dedans, quoi. Tu vois, même Carrefour, tu sais, c'est assez marrant, mais les gens ils se trompent pas mal en général sur le discours que tient Sandbox auprès des gens qui vont dans le méta. C'est-à-dire que déjà, pour donner un ordre d'idée, chez The Sandbox, il n'y a pas de commercial qui appelle Carrefour et qui dit coucou, vous voulez acheter un land pour venir chez nous? Ça n'existe pas, hein. C'est dans la tête des gens. Il n'y a pas de commerciaux chez Sandbox, hein. Il y a un gars qui gère ça un peu tout pour toutes les boîtes, enfin, tu vois. Mais par contre, chez Sandbox, il y a des gars qui créent des expériences, il y a des builders, il y a des product managers, enfin, tout est tourné vers le produit dans cette boîte-là. Et quand il y a un Carrefour qui va les voir, alors pour le coup, moi j'ai été témoin, c'était pas avec Carrefour, c'était avec d'autres boîtes, mais j'ai été témoin de discussions autour de la table. T'as vraiment un gars de chez Sandbox qui se reconnaîtra également, qui dit non mais si vous venez juste pour acheter un land et que vous voulez pas faire d'expérience dessus, on n'a pas besoin de vous. Enfin, eux aussi, ils vendent. Eux, ce qu'ils vendent, c'est une plateforme sur laquelle tu peux créer et tu peux t'amuser. Et tu vois, tu me parlais de Carrefour, je crois. Donc, alors, ouais, je crois que c'est le groupe Carrefour qui, avec Leader, a fait une expérience Leader Price avec Dem Builders. Donc, c'est-à-dire que sur leur land, t'as une expérience et qui, pareil, est une expérience. C'est un peu une expérience de marque, tu vois, où tu peux aller te balader, tu peux aller donner des coups d'épée un peu à droite à gauche.
Mais en tout cas, c'est pas juste ils ont acheté un land et ils ont mis un encart Carrefour, quoi. Mais bon, enfin, on voit bien quand même là, il y a une intention derrière. C'est pas juste pour amuser les gens et. Tu sais, on a fait des calculs, hein. Enfin, j'ai fait des calculs. Moi, je vais pas citer de nom, c'est pas Carrefour, mais un concurrent de Carrefour qui a acheté un land. Il a acheté son land pour moins de 30 000 $ et ils ont eu au moins 5 retombées de presse nationales. Je peux t'assurer que pour 30 000 $ avec la meilleure agence RP de Paris, tu n'as pas 5 retombées de presse nationales. Donc tu vois, il y avait un coup à jouer, ils ont joué leur coup aussi, tu vois, tu peux pas empêcher les gens, tu peux pas en vouloir aux gens d'essayer d'être malins et de vendre leur truc, quoi, tu vois, c'est aussi c'est le game, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Donc bon, il y a des trucs à venir encore alors du coup avec The Diggers sur Sandbox, c'est ça qu'il faut penser que c'est pas fini quoi. Ouais, il y a l'XP qui va sortir et on espère que y a le maximum de monde qui viendront jouer. Et non seulement ils viendront jouer une fois, mais on espère qu'ils reviendront après. Nous, c'est ça notre vrai défi. C'est ce qu'on s'est dit avec les gars. Comme l'objectif, c'est que les gens reviennent jouer. Ils viennent une fois, ils reviennent. Et il y aura de l'événementiel, il y aura des concerts, il y aura... Ok, bon, on va suivre ça de près alors. Dernière chose avant de se quitter, peut-être d'un point de vue, enfin du profil des investisseurs, vous en voyez beaucoup dans le groupe The Diggers du coup, dans votre communauté. Comment tu évaluerais toi le profil des investisseurs en France, peut-être relatif à d'autres pays ou qui sont peut-être qui est peut-être différent. Comment tu vois à quel niveau de maturité, d'expérience, la qualité en fait des investisseurs? Parce que d'un point de vue projet, c'est toujours intéressant aussi quand tu veux vendre ton token, du coup tu veux te développer, c'est bien d'avoir des investisseurs qui sont éduqués, qui comprennent les choses, etc. Comment tu évalues ça, peut-être au travers de l'année avec The Diggers quoi, que tu as vu? Ouais, c'est affreux comme question. C'est affreux parce que désolé, hein, mais c'est trop dur d'y répondre parce que tu peux pas faire une généralité sur le niveau d'éducation parce que en fait tu compares à quoi? Tu compares à la population totale, tu compares à ceux qui ont un compte titre, tu compares à ceux qui investissent dans les cryptos. C'est vraiment dur et puis il y a tout, tu vois. Il y en a. Moi, j'ai des potes qui sont investisseurs extrêmement reconnus dans des plus grands fonds d'investissement européens, et qui sont français et qui en plus sont pas forcément brillants sur les cryptos, tu vois, mais ils font des NFT, ils font des cryptos, ils font tout ça. À côté de ça, t'as le mec qui a 20 ans, qui fait des études. Nous, on en a vu à une époque sur The Diggers qui venait, qui nous disait qu'il avait 14 ans et qui nous expliquait que c'était sa sœur qui avait donné son compte Binance et tout. Enfin, bref, c'était, tu vois, il y avait un vrai sujet. Et de là à faire une généralisation, franchement, c'est un peu trop dur ce que tu me demandes. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que t'as des gars qui ont fait des super études et qui arrivent pas à comprendre l'écosystème, et t'en as d'autres qui sont jamais arrivés jusqu'au bac et c'est des stars chez The Diggers. Bon, alors, je sais pas s'il y en a pas qui sont arrivés jusqu'au bac et qui sont des stars chez The Diggers, mais en général, voilà, c'est, si tu veux, ta vie traditionnelle, ça impacte pas forcément ta force et ton impact dans le Web3. Où franchement, il y a des gars non diplômés qui sont ultra passionnés, qui vont me mettre à l'amende, et puis il y a des gars qui sont respectés, qui sont dans les journaux tous les week-ends, enfin peu importe, mais ou qu'on va regarder un peu avec dédain parce qu'ils comprennent pas grand-chose à ce que font eux-mêmes. Donc tu vois, il y a ça rebat pas mal de cartes. C'est un monde qui rebat pas mal de cartes parce que il est pas super intuitif, tu vois, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de choses qu'on regardait pas avant dans l'investissement traditionnel. Il y a plein de choses qu'on a regardées, il y a plein de choses qu'on a gardées, plein de choses qu'on a enlevées, mais voilà, c'est assez nouveau et ça, je trouve que ça donne la chance à pas mal de gens. Ouais, ok. Et quelles sont les ressources que tu pourrais conseiller aux personnes du coup on a cité pas mal de choses déjà, mais quelles sont les ressources que tu pourrais conseiller pour les gens qui veulent se lancer ou s'améliorer dans cette voie-là en fait? Le mieux pour moi, c'est vraiment d'aller se foutre sur des Discord. Alors bon, moi je prêche pour ma paroisse, mais il y en a plein d'autres, hein. Et si vous êtes anglophone, voilà, il y en aura encore plus. Le sujet, c'est vraiment d'aller passer du temps. Pour moi, mon outil de travail principal, c'est Twitter. Enfin, c'est Twitter et Discord. Le deuxième sujet, c'est franchement, et j'insiste là-dessus, je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais il faut se trouver des amis qui font ça, quoi. C'est vraiment super important parce que ça va t'amener de nouveaux projets, ça va te permettre d'en parler. Et en fait, en parlant, vous allez monter en niveau ensemble, en fait.
parce que c'est un écosystème qui a 3 ans, donc il n'y a pas d'experts, il y a personne qui a 10 ans de NFT dans les pattes, tu vois. Tout le monde est débutant dans ce monde-là, on est tous des débiles à essayer de faire comme on peut pour trouver le projet qui va créer le plus de valeur dans le futur, quoi, tu vois. Et donc moi j'invite vraiment à trouver des gens, et après de manière un peu plus terre à terre opérationnelle, tu as des outils comme IC Tools qui te permettent d'aller voir les volumes, d'aller voir les tendances. T'as des outils comme Trade Sniper qui vont te permettre d'aller voir la rareté de ton NFT avant de l'acheter. T'as Paper Hands qui va te permettre d'aller voir tes bons et tes mauvais coups, tu vois, ça te permet de prendre un peu de recul. Après t'as des agrégateurs de collection genre Gem, ou tu vois, pour acheter plusieurs NFT d'un coup comme Genius. Mais moi j'invite à passer du temps sur OpenSea, à passer du temps auprès des communautés des projets, des communautés qui cherchent des projets, un peu des deux. Et franchement c'est un bon début, et en fait en s'intégrant dans ces communautés-là, on vous montrera assez naturellement où regarder, quoi. Enfin, tout le monde va regarder dans la même direction et ce sera beaucoup plus simple. Ok. Et pour te retrouver, si les gens veulent te retrouver, donc c'est Twitter principalement le canal pour toi? Ouais. Ils peuvent venir me suivre et m'écrire. Mes DM sont ouverts à @CryptoGary avec 2 Y. Yes. On mettra ça dans les notes de l'épisode. Bah super Florian, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment éclairant. Ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de me lancer là-dedans, plonger avec mes amis, du coup, si j'ai bien compris. Trouver mes amis. Ouais. C'est important. Tu peux venir en trouver chez les diggers aussi. Ouais, il y en a pas mal, ouais, j'ai l'impression. Bon, bah, écoute, je te dis à très bientôt dans la communauté, alors. Merci beaucoup pour ton invitation, Paco. Salut. Merci à toi. Salut Florian. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!